Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. L'AFPA, l'Agence pour la valorisation des produits agricoles, est une organisation non gouvernementale sans but lucratif, essentiellement composée de producteurs passionnés et de gourmets très engagés dans le savoir-faire et l'héritage culturel. Depuis 2005, elle se fixe pour ambition de contribuer à une meilleure valorisation de l'agriculture de qualité, à l'alimentation qui a du goût et à la reconnaissance des producteurs d'excellence face aux impératifs d'une commercialisation de masse. En tant que chef passionné depuis 10 ans, cette philosophie résonne beaucoup pour moi. Par conséquent, aujourd'hui, je suis ravie et honorée de recevoir au Studio Module une partie de l'équipe qui cristallise tous les projets de cette belle association. Bonjour Xenia Léap, responsable de la communication et du développement. Bonjour Virginie. Bonjour Marcella Timonier, coordinatrice des projets autour de l'Amérique latine. Bonjour Virginie. Bonjour Nir Chouchana, président du concours Café 2024, expert en gastronomie liquide. Bonjour Virginie. Bonjour Alphonse Pignan, responsable des études et des projets autour de l'Afrique. Bonjour Virginie. Et enfin, bonjour Charlène Cabioche, mixologue, juge AFPA spécialisée dans la création de cocktails à base de café. Bonjour Virginie. On va parler terroir, concours, gourmandise, chocolat, thé, café et huile. Je vous embarque dans un beau voyage. On va se régaler tous ensemble. Première question. Pour entrer dans le cœur du sujet, est-ce que quelqu'un pourrait me donner quelques chiffres pour rendre l'AFPA plus visible auprès de tous ? Oui, bien sûr. AFPA existe depuis 2005. Et aujourd'hui, je voulais démontrer, donc on a plus de 10 000 candidats, on est 1000 membres, et voici une jolie carte qui représente les gagnants AFPA dans le monde entier. Donc notre premier concours a commencé il y a 22 ans, avec le concours Les Huiles du Monde, et nos gagnants, ils se trouvaient plutôt autour du bassin méditerranéen. Avec le deuxième concours, on a élargi les continents et les pays. Donc, je laisse Marcella présenter notre deuxième concours qui est Café torréfié à l'origine. Voilà, notre deuxième concours, c'est les concours de café torréfié à l'origine. Donc, celle-là, ça nous a ouvert déjà au monde entier. On est présent dans 4 continents. On reçoit à peu près 1200 cafés par an. Et cette année, ce sera notre 10e édition de ce concours. Est-ce que tu peux juste préciser ce que ça veut dire café torréfié à l'origine ? Alors, je vais te résumer un peu pour AFPA. L'important, c'est donner les valeurs vraiment aux producteurs. Qu'est-ce que c'est un café torréfié à l'origine ? Pour nous, c'est important que ce soit les mêmes producteurs qui torréfient son café, qui nous donnent depuis les grains jusqu'à la tasse. Ou qu'il soit un torréfacteur local qui peut assurer la traçabilité de ces cafés au niveau national. Parce que c'est comme dans le vin en France, on voit que quand le producteur il connaît son produit, c'est là où il peut donner vraiment de la valeur ajoutée. Et donner le meilleur de lui-même et du coup, ça se retranscrit dans le produit. Exactement, il y a que lui qui connaît vraiment son produit. D'accord, et donc tu disais que le café, c'est par le fait de s'être approprié le produit du café que l'AFPA a pu
s'exporter un petit peu plus loin que hors la Méditerranée? Oui, forcément, les pays producteurs de café, il y a l'Amérique latine, l'Afrique, il y a aussi des pays d'Asie. Donc c'est là où on a commencé vraiment à se répartir partout au monde. Et c'est ça qui a fait que l'AFPA soit connue un peu dans tous les continents, comme on peut voir dans cette carte très illustrative. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, messieurs, mesdames, que l'AFPA jouit d'un rayonnement mondial? Je crois que c'est indéniable. En fait, quand moi, j'ai commencé vraiment à juger le concours du café, c'était quasiment au tout début, on avait assez peu de pays qui osaient venir se présenter. Ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Et puis surtout, pendant très longtemps, on a fait croire aux producteurs de café qu'ils étaient juste fabricants de matières premières. Et puis un jour, en discutant avec Philippe Juler, qui a créé la VPA, on a vraiment... on a discuté, il a eu cette phrase qui reprend un petit peu ce que disait Marcella, qui était si on continue à faire croire aux producteurs qu'ils fabriquent une matière première, on n'obtiendra rien de meilleur. En revanche, si on leur fait regarder leur champ avec une bonne tasse de café, ils auront envie d'aller plus loin dans le produit. Oh, c'est beau ça. C'est magnifique. Ça m'a changé la vision et c'est ce qui m'a donné envie de continuer à être jury sur ce concours, parce qu'on obtenait des cafés qui n'étaient pas forcément tous très très bons au début, mais on a vu une vraie évolution. En 10 ans, on a réellement vu les gens prendre soin de leur caféier, faire attention à la manière dont ils allaient le torréfier pour nous le donner à goûter à nous. Et ils n'essayaient pas de faire une torréfaction pour nous, ils faisaient une torréfaction à leur façon, que nous puissions à apprécier. Leur image, en fait, Exactement. pour transmettre leur univers aux consommateurs. Et quand tu fais ça, tu valorises en fait. Tu valorises vraiment le producteur, tu valorises son produit, et il a envie de participer à ce concours. Et c'est là où la VPA commence réellement à rayonner dans le monde entier, parce qu'en fait, il n'y a pas un pays qui ne boit pas de café. Et il y a seulement 64 pays qui produisent du café. Mais ils sont tout autour du monde. Très bien. Donc, tu parles de concours. Moi, j'aimerais comprendre quelle est la méthodologie et le déroulement d'un concours avec l'AFPA. Comment ça se passe exactement? Dans tous nos concours, on a à peu près la même méthodologie. Et notre méthodologie, elle est divisée en 2 parties. La première partie, c'est une partie technique, où il y a un jury technique des professionnels de produits, de chaque produit, qui va classer selon les caractéristiques organoleptiques. Pour nous, c'est important le goût de ces produits. C'est placer les produits pour pouvoir être comparé avec ce qu'elle peut être comparable. On ne peut pas comparer poire et pomme. Donc l'idée, c'est les classer organoleptiquement, et les jurys techniques, il va faire une première dégustation et sélection. Les produits qui passent à un 2e jury, c'est les produits qui déjà ont été retenus par les premiers jurys. Donc c'est un produit gourmet, parce que les jurys considèrent que c'est un produit qui laisse quelque chose, qui on fait waouh quand on le goûte, c'est quand on le déguste. Et après, il y a un 2e jury. Le 2e jury, c'est un jury gastronomique qui est... on trouve des chefs, des passionnés de produits, des connaisseurs de chaque produit. Et eux, ils vont déguster par catégorie déjà, noter, et après, on aura les médailles pour chaque produit. Alors moi j'ai eu l'occasion, je fais une parenthèse, j'ai eu l'occasion de faire partie d'un jury donc pour le thé, et après j'ai eu l'occasion de déguster des huiles qui avaient été primées. Ça c'était il y a 2 semaines. Et ce qui est assez fascinant, c'est évidemment de s'arrêter sur le goût, s'arrêter sur les saveurs, et surtout vous avez quand même un tableau qui est très bien fait. Donc ça bosse quand même à la VPA, c'est pas mal. 22 ans de boulot. Hein. Si tu crois qu'elles y sont arrivées en 2 jours. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'on arrive, et ce qui est très chouette, c'est vraiment cette idée de pédagogie. C'est-à-dire que vous nous emmenez dans cette méthodologie qui fait que du coup on a des repères pour savoir exactement, parce que moi je suis chef, donc je cuisine des huiles, je cuisine du thé, du café, du chocolat, mais là vous nous faites avoir un autre regard, changer notre regard et la vision justement du prisme du producteur, et je trouve que c'est ça aussi qui a soulevé. Tout à fait, et pour ajouter à cela, il faudrait souligner le fait qu'en fait dans les concours AVPA, c'est la typicité du produit qui
reçoit une visibilité. Donc, il n'y a pas une forme de référence, une forme de case à laquelle les produits doivent se conformer. Par contre, on les analyse de façon à pouvoir relever et mettre en avant ce qui leur caractérise en tant que produit exceptionnel. Donc, c'est là aussi une des particularités de la méthodologie AVPA. Ce sont les produits qui se laissent découvrir, qui se dévoilent. C'est très beau parce que c'est exactement ça. C'est nous, en tant que jury, gourmet, c'est exactement ce qu'on vit. Tout à fait. Donc, tout est hyper cohérent. C'est d'une certaine façon laisser chaque produit, chaque producteur s'exprimer à partir de son produit, exprimer son talent. Exactement. Exactement. Et nos gagnants, je rejoins l'exemple que Nir nous a donné. C'est exactement un même exemple sur le champ de tournesol que le producteur il nous a dit un jour, au moment que je commençais à boire mon champ, j'ai plus de même vision sur ce champ et je cherche comment je peux améliorer la qualité de la matière première jusqu'au produit final. Et effectivement, récemment, on a fait une dégustation des meilleures huiles parce qu'on a annoncé les résultats il n'y a pas longtemps. Donc, je t'ai amené un petit cadeau d'une médaille Quelle chance d'or, donc l'huile de noix français. Pour tes dégustations dans la cuisine. Et en même temps, je voudrais bien vous proposer une petite dégustation du thé. Alors, elle propose, on dispose. On dit oui. Exactement. On dit oui. Voilà. Donc, alors, raconte-nous, Ksenia, qu'est-ce que c'est que ce thé? voilà, je vais raconter Parce que ça, donc ça, on imagine que c'est de l'Asie, mais je ne lis pas. Exactement. Donc, c'est quoi? C'est un oolong de Taïwan, de montagne alléchane. Je peux? Bien sûr, c'est pour toi. Et c'est un producteur qui participe à nos concours depuis 7 ans déjà, parce que cette année, ça sera le 7e année. Et ce qui est très important aussi pour AFPA, c'est non seulement le produit, mais c'est les producteurs, leur travail, valorisation de leur travail, leur histoire. Et bon, c'est une histoire un peu triste quand même, mais ça, c'est une médaille d'or de l'année 2023. Mais c'est un thé qui s'appelle Mémoire de Mao Mao. Donc, c'est un producteur qui a appelé cette récolte, ce thé, pour le mémoire de son chien adorable. Oh, c'est malheureusement... Mao Mao est mort, donc. Oui. Donc, c'est une petite triste histoire, mais le thé est magnifique. C'est vraiment... Une triste histoire qui aboutit sur un très beau thé. J'allais dire café. Alors, comment ça se passe, le thé, en fait? Le thé, c'est un peu différent de concours de café. Parce que, comme on savait tous, le thé est produit à l'origine de base. Mais notre concours, il est constitué de 2 parties. Donc, on a les thés monovarieto et les thés, tout ce qui est les mélanges et les infusions. Et ce que nous, comme AFPA, on apporte à ce concours, c'est le descriptif de thé à la française. C'est vraiment, on parle de thé comme les Français parlent de vin ou de fromage. Donc, c'est vraiment non seulement un produit qui est très bon, les producteurs le savent, mais la valeur ajoutée d'AFPA, c'est vraiment de descriptif de ce thé comme un parfum. Et ça, nos producteurs, ils adorent ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des caractéristiques, des adjectifs clés qui permettent, nous, consommateurs, d'identifier un petit peu plus la saveur et de nous projeter dans l'univers du producteur? Exactement. Et les accords entre thé et mets. Ça, j'aime. Tu adores, on le sait, parce que notre dernière soirée, je pense que tu as pu mettre tous tes talents et de valoriser certains de nos produits. Aussi quelques thés que tu as mis en valeur dans tes plats. J'avais fait un risotto à base de thé, effectivement, qui était un thé, grosso modo, un peu verveine citron, et j'avais fait un risotto d'asperges. Risotté, donc. Risotté. Je ne savais pas qu'on était sur un spectacle d'humour aujourd'hui aussi, mais on aime. J'étais recalé à l'oral. Risotté, voilà, j'ai risotté. Non, c'est hyper intéressant. Et du coup, donc le thé, là on a parlé des huiles, donc l'huile de noix, moi j'adore, donc j'ai déjà plein d'idées, parce qu'on peut aussi très bien le travailler en dessert. Finalement, moi j'aime bien, déstructurer en disant, il y a des choses, on parlera du chocolat après. Là du coup, Alphonse va arriver, mais j'avais fait quelque chose à base de chocolat, on en reparlera. Tout à fait. J'enchaîne directement avec le chocolat, effectivement. À l'AVPR, donc on a 4 concours. Marcella et Sénia ont parlé des concours des huiles et des concours des thés, et des cafés aussi. Et là, je vous parle maintenant du concours des chocolats. Et cette année, nous avons fait la 4e édition du concours des chocolats, élaboré à l'origine. Le concept reste le même. Il s'agit d'accompagner les
producteurs de cacao qui s'investissent dans la transformation dans les pays d'origine de leur production. Et là, j'ai ici devant moi quelques médaillés d'or du dernier concours. Et il y en a pas mal d'origines. Et je pense, vous me direz, Marcella et Sénia, de mémoire, on a eu des participants de tous les pays producteurs de cacao. Et un très bon nombre de participants sont venus. Et donc, les résultats sont déjà connus. Et donc, ici, j'ai une belle tablette de Diogo Vaz, qui est plutôt originaire de Sao Tomé et Principe, un 75%, que je vais laisser Sénia ouvrir et faire passer. Mais bien sûr, on est là pour déguster ça, parce qu'il est 15h25 et que c'est l'heure du goûter, donc normal. Il n'y a pas d'heure pour le chocolat. Non, c'est ça. Et donc, je vais remettre aussi cette tablette à Charlène, le temps de la préparer. C'est une tablette qui nous vient de Bali, tu vois. Merci. Comme ça, tu vas... Charlène, il faut ouvrir la tablette. C'est ça. Allez. Et ben voilà, j'ai aussi quelques nibs de cacao qui nous viennent de Costa Rica. Monsieur le Président, tu nous aides à La l'ouvrir. spécificité de ce chocolat-là, de Costa Rica, c'est les nibs, mais c'est les fèves de cacao embourrées de chocolat. Enrobées. Mais c'est quoi les nibs? Tu vas goûter, tu vas comprendre. Les nibs, c'est juste un les cacao brisures, fèves voilà. brisées. D'accord. Okay. Dans ces concours de chocolat, on retrouve aussi des produits assez originaux qu'on ne connaît pas, en fait. Par exemple, on reçoit beaucoup des chocolats des Pérou. On va trouver des chocolats avec des plantes ou des fruits qu'on ne connaît pas forcément. Et dans les concours, on essaye justement de pas... notre jury, elle essaye de pas se fermer et dire « Ah ben, je connais pas ou j'aime pas ou j'aime ». Mais vraiment essayer de connaître qu'est-ce qu'il y a derrière de chaque produit. Là, par exemple, ces produits de chocolat, il vient du Pérou. Et c'est avec... ça s'appelle Hierba Luisa. Et c'est une espèce de verveine péruvienne qu'on ne connaît pas ici. Donc, c'est des produits assez originaux qu'on trouve dans les chocolats, dans tous, mais dans le chocolat plus marqué. Question un petit peu subsidiaire. Comment ça se passe? C'est vous qui allez chercher les producteurs ou c'est les producteurs qui viennent à vous? Un petit peu tout, mais les nous, deux. on cherche aussi. Au début de concours, bien sûr, c'est nous en cherchant. Et dès qu'on commence à un petit peu être connu, c'est les producteurs qui nous envoient leurs messages qu'ils veulent participer. Et après, entre eux-mêmes, par pays, ils commencent à connaître les concours et ça les intéresse. Ils vont chercher aussi et voilà, on reçoit comme ça. Je pense. Il y a une dimension dont on prend assez peu la mesure. En fait, moi, je réalisais pas à quel point pour un producteur, avoir ce petit macaron, c'est un faire-valoir de qualité, parce qu'en fait, le fait que l'AFPA soit une ONG, pas du tout dirigée par des lobbies ou pas du tout dirigée par des gouvernements ou des intérêts financiers ou sociaux, parce qu'on peut avoir les deux. Le principe est assez impressionnant, c'est-à-dire que on les a vus dès le départ, les gens qui avaient ce petit macaron, cette petite médaille, que ce soit juste une médaille gourmet, qui veut dire que leur produit a été dégusté, apprécié, reconnu, mais ceux qui ont une médaille de bronze, une médaille d'argent, une médaille d'or, c'est vraiment un argument de vente pour eux. C'est-à-dire que là où nous, on a l'impression que c'est un petit label, parce que nous, on est inondés par les labels, c'est vrai. Pour eux, ce label a une réelle importance, qualitativement parlant, ça veut dire qu'ils ont été reconnus. Et cette reconnaissance, ils en ont besoin aujourd'hui. Ils en ont besoin pour continuer d'avancer. Donc au début, c'est vrai qu'on avait du mal à recruter. Moi, je me souviens, sur les tout premiers concours, on avait vraiment besoin du réseau. Il y avait beaucoup qui venaient du même pays. On avait beaucoup de Colombie, puisqu'il y avait un vrai réseau qui existait avec Boris, avec toi, même avec Philippe. On avait un vrai réseau colombien. Puis, doucement, ça a pris l'importance. Le Brésil s'en est énormément emparé aussi. On a beaucoup de pays d'Afrique qui s'en sont emparés. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un effet boule de neige. Moi, je me souviens d'une année, je crois que c'était il y a 2 ans ou il y a 3 ans, où on avait 180 participants. Et on a même eu, nous, du mal à tout classer, à tout. Ça a été 3 journées de travail intensif où vraiment on a dégusté énormément de choses. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est
C'est vraiment un travail de titan, parce qu'il y a déjà un travail de titan qui est réalisé par toute l'AFPA en amont, qui nous facilite beaucoup le travail parce que tout est déjà classé. Ensuite, on va faire une première dégustation. Nous facilite au jury. Au jury, oui. Au jury. Parce qu'en fait, en l'espace de 2 jours à 2 jours et demi maximum, il faut qu'on goûte tous les produits. Donc déjà, au niveau des papilles, c'est intense. Et puis, il faut rester objectif. Il faut rester objectif parce que on n'est pas là pour leur apprendre à torréfier leur café, on est là pour être objectif sur le rendu en tasse. Sur le goût, sur le plaisir lié au goût. En prenant aussi en compte le fait qu'il faut aussi faire une abnégation de son propre goût et de ce qu'on attend d'un café, de ce qu'on attend d'un chocolat ou de ce qu'on attend d'une huile. Et c'est pour ça, et là je rejoins vraiment ce que disait Alphonse tout à l'heure, c'est pour ça qu'en fait c'est le produit qui parle de lui-même, le produit et le producteur qui parlent d'eux-mêmes parce qu'ils sont classifiés par une catégorie et je crois que c'est toi qui disais on ne peut pas comparer une pomme et une poire. Et en fait, c'est vrai que si on compare un chocolat à l'orange avec un chocolat à Yerba Luisa, clairement, ils ne sont pas dans la même catégorie. Ils ne sont pas du tout dans la même catégorie. Et je pense qu'il y a beaucoup de concours aujourd'hui, parce que ce sont des concours, alors que nous, c'est une valorisation. Je pense qu'il y a beaucoup de concours où on va se retrouver avec la mise en face à face de produits qui n'ont rien à voir. Et puis, on va dire, bah oui, mais celui-là est meilleur. Mais meilleur par rapport à quoi, en fait? Exactement ce que je veux rejoindre. Donc, qu'est-ce que le producteur, il gagne dans notre concours? C'est tout d'abord la valorisation de son travail. Bien sûr, c'est un label qu'il peut utiliser sur son emballage. Donc, il y a un diplôme que le producteur puisse montrer, exposer dans son atelier où il travaille. Et reçoit aussi ce joli trophée. Et ce qui est important chez nous de comprendre, donc les catégories des produits, c'est toujours les catégories des goûts. Et on ne cherche pas le goût uniformisé ou la standardisation. On cherche vraiment, on donne à chaque producteur la possibilité d'exprimer ses talents et de retrouver les meilleurs en eux. C'est ça, exactement. Et par rapport au café, justement, on va retrouver différentes origines, donc différentes espèces et variétés. On va retrouver les Robusta, de l'Arabica, du Liberica. Et on n'a pas forcément l'habitude de goûter ça tous ensemble. Donc, il va falloir faire une présélection, donc une journée avant que le jury technique puisse les classer, donc attribuer des dominantes. Donc, vous, en tant que chef, ce que vous allez chercher, par exemple, vous allez avoir besoin d'un café acidulé plus fruité, grâce à une médaille AFPA, donc qui est une reconnaissance et un gage de qualité, qui a obtenu la médaille acidulé fruité, par exemple, vous savez vers quoi vous dirigez. Donc, c'est ça qui est très bien, parce que pour moi, la médaille AFPA, c'est une reconnaissance donc pour le producteur et également un gage de qualité. Et vous pouvez avoir différents profils aromatiques et ça aide vraiment le consommateur à choisir donc, ce qu'il préfère. Et on va avoir de tout. On va avoir de la douceur, des notes de chocolat, des notes fruitées, de l'agrume, du floral. Et on va passer par un panel aromatique extrêmement riche. Et pour moi, c'est vraiment ça que j'aime à la VPA. Et c'est pour ça aussi que je suis devenue juge, donc côté café. Et ça nous permet aussi de partir à l'origine, donc de rencontrer les producteurs. Donc, comme on a fait avec Alphonse, on a eu la chance de partir aux Philippines. Oh. C'était magique. Tout à fait. Je ne ferai aucun commentaire. Je n'ai pas pu partir. C'est injuste. Il y a eu des choix. On a croisé Xenia à Taïwan pour le thé. Donc vraiment, c'est un voyage autour du monde et on en parlait. C'est des histoires. Donc le producteur qui donne le nom en hommage à son chien. Voilà, c'est ça. Mais il y a plein d'histoires. Même dans le café, on nous expliquait Rich, c'est une personne qui reprend la VPA aux Philippines. C'est ça. Et il nous a expliqué que justement, grâce à la médaille AVPA, donc les médailles d'or, il y avait de plus en plus de producteurs de café, des enfants, par exemple des familles, génération en génération, ils abandonnaient leur terrain, leur ferme, et justement, ça leur donnait tellement de valorisation qu'ils reprenaient les rênes, quoi. Et donc, c'est hyper enrichissant et c'est valorisant. Et nous, ça nous donne envie de continuer le travail qu'on fait chaque jour, donc de valoriser ce produit et de permettre aux gastronomes, aux consommateurs, les chefs. D'après ce que j'entends, là, votre principal moteur, j'ai l'impression vraiment que c'est l'humain. En fait, l'humain au cœur du produit et cette interpénétration entre finalement l'être humain sa main, la terre et ce qui nous offre à nous
consommateurs gourmands. Il faut savoir que chaque produit qui arrive, il vient avec une histoire. Et pour nous, c'est cette histoire, parce que c'est pas un produit, c'est une famille, c'est tout un procès. C'est des un producteurs héritage, qui viennent des années. Donc pour nous, c'est toute une histoire derrière, et c'est assez attachant. On s'attache énormément. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Alors moi, j'ai une question, parce qu'il y a effectivement ce côté un petit peu irrationnel qui est l'émotionnel, l'affectif, l'humain. Et en même temps, comment vous arrivez à mettre l'excellence du goût au cœur de la philosophie de l'AFPA, en fait, d'être capable de faire la part des choses? Parce que il y a un mec qui peut venir vous voir en parlant de son chien, de sa mère, de sa fille, et vous vous dites, ok, c'est super joli, mais c'est pas bon. Il n'y a pas de mauvais produit. Pour moi, il n'y a pas de mauvais produit. Il y a un produit qui demande à être découvert. Tu n'as pas goûté certains. Si j'ai goûté des Robusta trop torréfiés, c'est mauvais parce que c'est trop torréfié. Mais justement, grâce au travail d'AFPA, on peut donner des retours et des commentaires, ce qui va permettre au producteur de faire un bon travail et d'élaborer son produit pour qu'ensuite il soit mieux noté et qu'on le rentre dans une catégorie qui va lui correspondre et qui va lui permettre de s'améliorer. Voilà, de s'améliorer. Il n'y a vraiment pas de mauvais produits. Il y a des produits qui demandent à être découverts et des produits qui demandent à être travaillés. Il n'y a pas de mauvais process de café. Il y a un process qui demande à être travaillé. Pareil pour la torréfaction. Après, c'est important de savoir que tout est dégusté à l'aveugle. À l'aveugle, oui. Personne ne sait. Pour nous, c'est un numéro. Parce que sinon, effectivement, il n'y a pas l'émotionnel qui rentre dans la dégustation. On ne peut pas mélanger ces deux choses. Et donc, du coup, chaque produit est dégusté à l'aveugle. Les jurys reçoivent des morceaux, des échantillons, mais il ne va jamais savoir, même les pays. C'est après, quand tout est fini, qu'ils peuvent savoir. Parce qu'effectivement, c'est très compliqué. On a tous une faiblesse quand on écoute les histoires. C'est normal. Mais il faut savoir aussi qu'il nous arrive je ne sais pas, dans l'huile, il y a un producteur qui avait... son huile, il n'était pas bon. Donc, il n'a pas gagné. Et quand on a annoncé... C'était l'huile de... Non, ça serait difficile à retrouver. Oui, ça peut être différent. Oui, mais quand il est venu, je crois que c'était de l'huile d'olive. Bref. Dans tous les cas, quand il a c'était un peu... ton huile, il n'a pas gagné. Et finalement, il a remercié parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, son huile, il ne le méritait pas, mais il voulait vraiment avoir cet échange et savoir pourquoi il n'allait pas. Mais oui, il faut que juste pour ajouter à ce que vient de dire Marcella, en fait, les concours AVPA essaient de donner un avis impartial sur les produits qu'on reçoit. Et il y a une nouvelle phase qui est en train d'être développée et mûrie dans le rayonnement international de AVPA. Et cette phase consiste à l'organisation de concours nationaux. C'est dire que le concours AVPA est un concours international. Et donc, c'est un palais, on va dire, international. Avec les concours nationaux, on essaie de travailler avec les producteurs dans leurs produits, on va dire dans leur écosystème naturel, pour regarder comment se manifeste la notion de qualité à l'échelle nationale. Et à partir de là, entre eux, on va dire qu'il y a une certaine rivalité de compétences. Ils rivalisent en compétences et ils améliorent les process. Et en cela, ça leur permet d'avoir une meilleure connaissance de leur production, d'améliorer la qualité et de s'approprier un peu mieux intellectuellement leur production. Et c'est en cela que le concours AVPA leur apporte un avis impartial, objectif, qui vise vraiment la valorisation et l'amélioration de la qualité de leur production. Voilà. Alors du coup, c'est vrai que c'est un grand paradoxe, parce que moi, j'ai découvert l'AVPA il y a une petite année, parce que Philippe est venu me voir pour me proposer de participer à une dégustation de thé. C'est vrai que l'agence est très connue à l'international, mais elle est très, très peu connue en France. Du coup, aujourd'hui, à qui souhaiteriez-vous faire connaître votre association ? Comment on peut vous aider à vous développer en termes de crédibilité? Comment on peut faire rentrer les produits AVPA dans les cuisines de resto, dans les recettes de chef, pour que justement soit valorisé ce produit? Parce que nous, dans le milieu de la gastronomie, on dit c'est le produit qui compte. Alors bien sûr, on a notre créativité, notre talent, notre engagement, notre petite patte qu'on met, mais
comment on peut faire connaître tout ce que vous faites en fait d'assez magnifique finalement. Justement, c'est notre problème, c'est faire connaître en France, comme tu dis. On est ouvert, l'AFPA elle est ouverte. C'est une chance pour tous les milieux, pour les écoles gastronomiques, pour les chefs, pour la presse culinaire, pour tout le milieu. C'est une chance d'avoir une variété comme voilà à l'AFPA. Et on est ouvert, vous pouvez venir, on fait des dégustations, on fait connaître les gagnants, on peut recevoir et accueillir tous les milieux. Enfin, chez nous, on est content de vous avoir, mais c'est un peu difficile pour nous de faire connaître ici. À l'international, c'est les producteurs qui parlent de nous. Donc, quand on ne sait pas à toi-même de parler de toi, c'est plus simple. Quand c'est les autres qui parlent de toi, ça va plus facilement. Oui, parce que nous, en fait, on est des traits d'union. C'est ça. Voilà, on est des traits d'union entre on prend un produit qu'on transforme et ça arrive après chez les consommateurs et les dégustateurs. Mais c'est très compliqué. Enfin, typiquement, moi, j'ai fait une dégustation d'huile qui avait été primée il y a 2 semaines. Ensuite, j'ai fait un atelier de cuisine où j'avais amené les 2 huiles. Alors déjà, ils étaient un peu fascinés par qu'est-ce que c'est que ce macaron ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, j'ai expliqué l'histoire, parce que les gens raffolent les histoires, adorent. J'ai raconté l'histoire de cœur et de notre rencontre. Et en fait, ils ont adoré l'huile. Et là, c'est posé la deuxième question. Comment on fait pour se la procurer ? Mais c'est là où l'intérêt de la VPA est flagrant. Tu as parlé de lien. Toi, tu fais le lien en tant que chef, moi aussi d'ailleurs, ou même Charlotte, nous on est des chefs, on est des chefs à notre façon. On fait le lien entre le produit... Vous êtes des créateurs, on est des créateurs. Exactement, on fait le lien entre le produit et le public finalement, le consommateur final. Bien sûr. La VPA, elle se place comme lien entre le producteur et le chef. C'est-à-dire c'est le maillon qui est avant ta créativité. Là où les chefs, quels qu'ils soient, devraient être plus intéressés par une association comme l'AFPA, c'est dans leur recherche de produits. Aujourd'hui, dans la recherche de produits, on va sur des catalogues, on va sur Internet, on va sur des liens faciles. Il y a aujourd'hui des organisations comme l'AFPA qui font le lien directement avec les producteurs et qui donnent accès à des produits vraiment à la source. Et quand je vois que certains chefs choisissent leur endive, choisissent leur baguette, choisissent leur artichaut ou leur poivre, j'ai du mal à comprendre qu'ils n'aillent pas chercher leur café. Un café ailleurs que dans une capsule, le thé ailleurs que dans un sachet ou dans une boîte préconditionnée. Mais peut-être parce que les produits qui sont aujourd'hui travaillés par l'AFPA sont aussi des produits qu'on connaît tous et auxquels on a un accès constant. Donc on se donne peut-être moins de mal à aller les chercher, alors qu'il y a une telle diversité qu'on ignore, que c'en est dommage de les ignorer en fait. Oui, il ne faut pas oublier que l'AFPA possède le plus grand oléothèque de l'Europe. Donc tous les chefs et l'école culinaire sont bienvenus chez nous mais présenter. Pourquoi ça c'est pas dit ? Je viens de le prononcer. Voilà, tu viens de le dire. Je viens de le prononcer. C'est la communication. Je pense que c'est hyper important d'en parler sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux redire cette phrase, s'il te plaît ? Le plus grand oléothèque de l'Europe. Mais c'est à incroyable. Paris, 4e, pas loin de Métro Bastille. Non, mais pas loin de la place des Vosges. Oui, c'est plus loin de voilà. Merci. C'est plus loin de la place des Vosges, définitivement. Effectivement. Non, mais ça, c'est incroyable, parce que moi qui y vais souvent, il y a combien d'huiles là ? Parce que c'est toute une étagère. Exactement. En fait, c'est derrière un rideau en plus, donc on voit c'est pas. C'est un bureau, il y a une table, c'est une salle, et quand vous ouvrez le rideau, c'est waouh. Il y a l'effet waouh en fait. Voilà. Exactement. Et surtout qu'ils sont classés par goût, par les catégories de goût. Donc, il faut juste savoir qu'est-ce qu'on aime et on va les trouver. Donc, qu'est-ce qu'on cherche Au-delà de ce qu'on aime, quand on est un chef, c'est pas tellement ce qu'on aime, c'est ce qu'on cherche. C'est-à-dire, si je dois travailler demain une pomme cuite, j'ai peut-être pas envie de la travailler au beurre, j'ai peut-être envie de la travailler à l'huile d'olive ou à l'huile de noix, par exemple. Tu parlais de dessert tout à l'heure avec des huiles. À ce moment-là, avoir l'accès à une oléothèque de cette taille-là,
c'est aussi une palette de saveurs à disposition. Une richesse et une sorte de liberté. Moi, je dis souvent qu'en cuisine, on a une liberté quasi illimitée, en fait, de créativité. Et j'ai goûté l'huile d'amande de prune. C'est ça. L'huile d'amande de prune. Ouais. C'est à l'intérieur du noyau, la prune. Il faut que tu reviennes, incroyable. Ouais. Mais j'ai goûté l'huile de coriandre. Ça m'a beaucoup inspiré d'ailleurs. Je me suis dit, pour faire une déco de cocktail, c'est tellement puissant. Ou faire un fat wash, ça peut être vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'un fat wash ? Un fat wash. Un peu de pédagogie, Charlène, explique-nous. C'est un corps gras qui va être introduit dans un alcool. Donc, par exemple, on peut faire un fat wash d'huile de noix avec de la vodka. Au moins, on est sûr de bien sentir l'huile de noix dans notre alcool. On va le laisser à température ambiante toute une journée. Ensuite, on va le mettre à congeler. L'huile, on va pouvoir la retirer. On va utiliser seulement la vodka. Donc, ce sera une vodka fat washée. En fait, il faut savoir que pour fixer les saveurs, que ce soit en parfumerie ou en boisson ou dans les goûts, t'as pas 36 000 solutions. Hein. Tu as l'hydrolat, donc tu as l'eau qui est le solvant le plus présent sur Terre. Ensuite, tu vas avoir l'alcoolat et tu vas avoir les corps gras. Donc, une fois que tu as fixé ton goût qui était dans le corps gras, tu l'as fixé dans l'alcool. Si tu supprimes le corps gras, tu gardes le goût. Donc tu le fixes en fait dans l'alcool et en fait pour séparer les deux, on met ça au froid et ça permet d'enlever le gras et on le retrouve pas dans le. Donc toi tu travailles donc les cocktails à base de café. Ouais, de tout. Café, thé, chocolat. T'as mis du chocolat avec, aussi, sans j'imagine. alcool. Oui. D'ailleurs, mon premier concours que j'ai gagné, j'avais du café, et du chocolat, les deux. Raconte-nous ce concours. C'était 2021. Tu étais mon juge d'ailleurs. Oui. J'étais de l'autre côté. Corrompu ou pas corrompu ? Jamais. Non. Une intégrité. C'était la deuxième fois que je faisais la compétition et j'avais ramené un café qui venait du Guatemala, variété Paché, et j'avais fait un sirop avec cerise griotte, j'avais mélangé du cacao du Guatemala et c'était excellent. J'avais servi froid. C'était l'un de mes premiers cocktails. Café. Donc, je me suis vraiment spécialisée dans les cocktails à base de café avec et sans alcool. Parce que grâce au café, justement, on a un panel aromatique tellement, tellement vaste qu'on peut utiliser de tout. On a des cafés qui vont être floraux. On peut partir aussi, ça fait une très belle association. Les thés oolong avec un geisha lavé, par exemple. Geisha, c'est une variété et qui va être très floral. On va retrouver des notes de jasmin. Donc, ça va très bien se marier. Par exemple, un café process lavé, un geisha lavé avec un oolong de Taïwan, c'est magnifique. Je dis ça parce que je l'ai fait aussi pour un concours. C'est très créatif. Il y a plein de choses. C'est Oui. vraiment ce que tu disais, Nir, c'est la cuisine des liquides. En fait, nous, ce qu'on fait, la mixologie, c'est ça, c'est assembler des saveurs, des arômes, des textures, des couleurs, un peu comme vous, les chefs, vous faites. Nous, on le fait sous forme liquide. Et il y a vraiment 1001 possibilités. Donc, travailler des huiles, travailler des techniques. On peut faire beaucoup de choses, travailler les différentes textures. Et c'est sûr que là, quand on avait fait le cocktail dînatoire, j'avais quelques produits primés qu'il fallait que je mette en valeur au travers de mes créations. Et la créativité de Virginie. Voilà. Je voulais en venir, mais Voilà. en passant un peu par nos producteurs. Ouais. Une petite histoire des producteurs de Taïwan, encore une fois, parce que je suis un peu attachée plus au thé qu'aux autres produits, mais vous allez voir. On a un gagnant de thé noir de Taïwan qui a mis avec un producteur de chocolat. Et en 2023, ils ont sorti le chocolat au thé noir qui a gagné également une médaille d'or AFPA. Et c'était vraiment tellement touchant. Et quand on parle de créativité, je dis, mais AFPA donne envie de créer, d'essayer quelque chose de nouveau. Pareil, on a un exemple avec le producteur de Hawaï, qui était de base un producteur de café, torréfié à l'origine. Quand ils ont su qu'on va créer un concours de thé, ils se sont mis à produire le thé. Quand ils ont su qu'on va créer un concours de chocolat élaboré à l'origine, ils se sont dit pourquoi pas essayer le chocolat. Maintenant, c'est un producteur qui fait 3 produits. Ils ne sont pas encore aux huiles, mais qui sait qu'est-ce que l'année 2025 nous apportera. Donc, l'huile de graines de thé. Exactement. Ta créativité, la soirée qu'on a fait ensemble le mois d'avril, on était tous étonnés, impressionnés. Ouais, c'est vrai vraiment que magnifique. Je suis le plus fière, c'est vrai que c'était le chocolat que je voulais pas faire en dessert parce que j'aime pas la routine, j'aime pas l'attendu, j'aime bien l'impertinence. Ouais. Et du coup, je sais très bien que ça matche avec le foie gras. Donc en fait, j'avais fait des billes de foie gras
Ensuite, j'avais fait une ganache, donc juste le chocolat fondu en bain-marie. J'avais plongé le foie gras, la bille de foie gras dedans, et j'avais enroulé de noisettes torréfiées. Donc ça faisait en fait une sorte de rocher Suchard, mais en salé. Tu nous racontes il faut citer tous ces secrets. Hein. Il fallait pas. C'est tous les secrets. On est là, on est en intimité, on est bien. Virginie. Ça fait un bon moment qu'on fait les actions avec toi et vraiment les actions soigneusement accompagnées par toi, entre nous, en équipe AFPA, avec Philippe Joglard et Jean-Emmanuel. On a décidé de te nommer à notre ambassadrice gastronomique et j'espère qu'aujourd'hui... Que tu vas accepter ? Oui. Bravo. Non, mais tu as le droit de refuser, mais oui, alors je vais hésiter, je vais dire oui, je vais me faire désirer. Et finalement, je vais dire que je suis très fière. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est une cohérence. Ça fait 10 ans que je suis chef. J'ai toujours accordé beaucoup d'importance à mon travail, que je fais évidemment avec passion. Beaucoup de rencontres autour du produit, beaucoup d'audace avec ma créativité. Et c'est vrai que je pense que j'ai trouvé en vous le pilier majeur pour justement m'explorer encore plus et explorer le produit. Donc, honorée, fière et c'est un joli prolongement. Donc, oui, j'accepte. Tu me fais peur. Oh là là, j'ai l'impression que c'est un mariage. C'est un mariage. C'est un mariage. Un mot du président. Ah non, moi je suis super ravi d'avoir une marraine comme ça. J'ai toujours rêvé d'avoir Virginie comme marraine. Et tu seras marraine d'ailleurs. C'est joli. Non, c'est super. Moi je trouve que ça fait sens. C'est quand on a des gens qui sont autant investis dans la gastronomie que tu l'es. Je pense, tu vois, tu nous demandais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la VPA est pas plus reconnue ? Je pense qu'on manque en fait de personnes très motivées pour nous représenter. Mais pour être motivé pour nous représenter, il faut absolument avoir les mêmes valeurs. Tu parlais d'humain, on parlait de concours, on parlait de terroir, on parlait d'origine, de producteur, de process, de talent, de dégustation, de talent. Et tout ça, en fait, c'est un tout auquel il faut adhérer. Et pour ça, il faut pas hésiter aussi à sacrifier la facilité. Parce qu'en fait, malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde qui va vite, qui est très instantané, qui est très réseauté, instagramisé, facebookisé, tweeté, tout ce que vous voulez. TikTokisé. Ouais, c'est vraiment ça. Je n'utilise pas TikTok. Non, mais c'est vraiment ça. Écoute, tu as raison. Superficialisé. C'est très superficiel, mais je ne suis pas sûr que ce soit plus qu'avant. Les médias sont simplement différents. En revanche, on va de plus en plus vite. On est de plus en plus instantané et du coup, on y perd l'authenticité de certains produits, on y perd l'authenticité du sourcing, on y perd le travail en amont et on va mettre à défaut des petits producteurs qui se battent au quotidien pour essayer voilà, on parlait de l'héritage, on parlait de la reprise par les enfants des fermes. C'est quelque chose, on le sait, si les enfants reprennent pas, si des gens ne sont pas motivés à reprendre, ça sera perdu en fait. Ce seront des champs qui seront perdus. On va avoir des pénuries de certains produits qui nous tiennent à cœur, comme les olives, parce que travailler dans un champ, c'est dur en fait. C'est dur. Il y a plein de choses plus alléchantes, comme être influenceur, comme être. On a l'impression que c'est de la poudre aux yeux, que ça va aller vite, qu'on va gagner beaucoup d'argent. C'est de la facilité, mais c'est pas pérenne. Tout ça, c'est pas pérenne. Alors c'est pas vrai en fait en soi. C'est une vérité actuelle, sauf qu'elle est. Est-ce qu'elle est. Faut qu'on utilise en fait. Faut qu'on utilise les réseaux sociaux pour nous montrer le message qu'on veut passer. Donc quand on va aux Philippines, montrer le travail des producteurs des Philippines. Quand on travaille avec AFPA pour faire la revalorisation d'un système de notation, pour faire une dégustation de café, une dégustation de thé. Hier, vous étiez à l'ON. Vous étiez où ? À l'UNESCO, voilà, pour la Journée internationale du thé. Vous étiez à l'UNESCO, c'est toutes des choses qu'il faut montrer, en fait, tout le travail que vous faites. Et il faut utiliser, du coup, les réseaux sociaux pour montrer ce travail côté producteur, côté juge, côté chef.
Donc c'est quand même, on a quand même de la chance d'avoir les réseaux sociaux pour montrer ça, mettre des photos de nos cocktails. Moi, j'utilise beaucoup Instagram pour montrer mon travail. Idem, bien sûr. Voilà. Je pense que Instagram va brûler dès ce soir. Voilà, on va inonder Instagram. C'est un vrai média de communication qui est pas devenu contournable en fait. On va pas se mentir, mais c'est clair qu'il vaut mieux s'en servir d'une manière virale pour valoriser. Et saine. C'est un mot qui revient beaucoup dans notre conversation, c'est vraiment valoriser en fait. Voilà, valoriser. Et Instagram peut valoriser. C'est pas parce que c'est Instagram qu'il faut... Ça met en lumière. Exactement. C'est ça. Et je pense que la VPA est là pour valoriser, et donc il faut valoriser la VPA. Je pense que Alors moi j'ai une énième question, la dernière. Je suis chef, j'adore manger, je pense que vous adorez manger aussi. On a parlé beaucoup d'expressions cosmopolites autour du monde, de pays étrangers à valoriser. Moi, j'aimerais que vous me donniez chacun le plat qui représente la gastronomie française pour vous. Qui représente ou qu'on aime? Emblématique, enfin voilà, que tu aimes, qui pour toi incarne la gastronomie française, que tu aimes bien prendre au resto, que tu aimes bien faire, que tu aimes bien manger. Les meilleurs plats, c'est ma grand-mère qui les fait. Bœuf bourguignon, c'est excellent. Un poulet aux olives, c'est très très bon. Mais c'est parfait, on des aime. pâtes fraîches. Voilà, très bien. Les autres? Moi, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je pense que c'est la brioche. Ah ben oui. En plus, c'est un gros travail, la brioche. Et puis alors, pour le coup, moi, je suis vraiment à fond dedans parce que nous, on en fait énormément dans mon coffee shop. Mais en fait, je trouve que derrière le pain, derrière la viennoiserie, derrière la brioche, on a un vrai savoir-faire en France. Tu peux voyager partout dans le monde. Les viennoiseries, la baguette, une baguette ou une brioche, ça n'a pas le même goût qu'en France. On a une culture, une brioche vendéenne, c'est à se taper le tut par terre. Je m'auto-bip. Mais et du coup, non, c'est pour moi, c'est vraiment ça. Ouais. Brioche. Moi, je partirais côté fromage. Moi, je trouve que c'est une richesse. Avec incroyable. Un fromage en particulier qui te fait vibrer plus qu'un autre? Tout, un plateau entier. J'adore le fromage, un plateau de fromage. Moi, je trouve qu'on ne le trouve qu'ici. On peut pas. Oui, c'est sûr. J'ai toujours aimé les fromages, mais chez moi, les fromages, ça. Non. Il y a plein de choses, mais pas le fromage. Non, pas le fromage. Il y a du bon café. Alphonse? Alors, j'ai commencé mon expérience française en Bretagne. Du coup, la galette bretonne m'est restée comme Eh oui. Ah ouais. un très beau... C'est très touchant. Un très beau souvenir. C'est ça. C'est très joli. Et Avec un peu Maximien? de cidre. C'est ça. J'aime tout. J'aime tout, mais c'est vrai. Et je suis très reconnaissable à la France parce que j'ai découvert beaucoup de produits que je ne connaissais pas avant, notamment le fromage et le vin. Mais depuis peu, mon plat vraiment préféré, c'est le plat créé par toi, Virginie. Oh, c'est mignonne. Non, mais c'est vrai. Je te donnerai le chèque plus tard. Non, mais le rocher, le foie gras, avec le chocolat de notre gagnant de Mexique, c'était vraiment quelque chose que je pourrais même pas imaginer avant, qu'on peut marier déjà le salé et sucré comme ça. Ouais. C'était magnifique. Mais plein de gens m'en ont parlé de cette bouchée. C'est vrai, ça a marqué les esprits. Je suis contente. Oui. Mais foie gras, c'est très, très français. Donc mais ce mariage, c'était... J'aime bien pimper un peu, en fait. Voilà. Comme je dis, j'aime bien changer, twister, c'est ça quelque chose qui sort de l'ordinaire. Toujours. En fait, je dis, j'aime mettre de l'extra dans l'ordinaire. Je vais être obligée de conclure. Vous me laissez conclure ? Allez. L'excellence du goût est indéniablement un langage universel et une philosophie partagée aux quatre coins du monde, où la VPA s'est implantée avec respect, pédagogie et authenticité. Je suis chef et je suis très fière d'être le trait d'union entre le producteur et le consommateur qui apprécie les bons produits. Les produits AVPA parlent d'eux-mêmes et les producteurs sont reconnus dans leur talent grâce à ces médailles. Alors bravo à tous ces gens impliqués et à toute l'équipe en sous-marin qui organise, scénarise les concours et la reconnaissance institutionnelle. Merci beaucoup Xenia. Merci Virginie. Merci Marcella. Merci à toi. Merci Nir. Merci. Merci Alphonse. C'était un plaisir. Merci Charlène. Merci de nous avoir invités Virginie. Vive la passion, vive la créativité, vive le travail manuel, vive le talent, vive le fait maison et vive l'authenticité. Merci. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim.
J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!